laisser aux auteurs le temps de pouvoir présenter leur papier. Camille, Paul, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. On va vous présenter avec Paul un projet d'article qu'on a écrit sur les enjeux économiques de la perte de biodiversité en Afrique et les mesures mises en œuvre pour la limiter. On est parti du constat que l'accélération de la disparition de la biodiversité qui était constatée au niveau mondial depuis plusieurs décennies était particulièrement forte en Afrique et que par ailleurs les populations africaines étaient très vulnérables à cette perte de biodiversité, étant en fait très dépendantes aux services rendus par les écosystèmes. On a voulu mêler ce constat avec le fait que les pays africains ont des perspectives de croissance dynamique et des forts enjeux de développement, et donc s'intéresser en fait à la question de la conciliation entre croissance économique et perte de biodiversité, puisque donc, comme vous le voyez sur la slide, les enjeux sont importants pour les pays africains, avec une croissance qui devrait, post-multiples crises, se renforcer dans les années qui viennent, et surtout un enjeu important de doublement de la population d'ici à 2050. Donc voilà, c'était vraiment nos constats qui nous ont, les constats qui nous ont amenés à se poser cette question de la conciliation entre préservation de la biodiversité et développement économique. Merci. Donc tout d'abord, comme je le mentionnais, on est parti du constat que l'accélération de la perte de biodiversité au niveau mondial affectait particulièrement les pays africains. C'est vrai que la biodiversité du continent africain est très riche. Le continent est donc le dernier endroit au monde qui comprend une large variété de grands mammifères. Près d'un quart de sa surface au sol est constituée de forêts, un autre quart constitué de terres arables, 6 écosystèmes marins, dont 3 figurent parmi les 4 écosystèmes marins les plus productifs au monde, se trouvent en Afrique, et 3 pays du continent sont considérés comme mégadivers. Cette richesse importante a connu des détériorations marquées, puisqu'on assiste à une perte massive de biodiversité qui est au niveau mondial, mais qui est particulièrement forte en Afrique. D'après donc le Living Planet Index, la population mondiale d'espèces vertébrées aurait baissé de 69% entre 1970 et 2018. Et si l'Afrique est dans la moyenne mondiale, avec une baisse autour de 66%, le rythme est en fait bien supérieur à celui d'autres régions du monde, notamment l'Europe et l'Asie centrale, qui sont à 18%, l'Amérique du Nord à 20%, ou encore la zone Asie-Pacifique, même s'il est en dessous donc, de l'Amérique latine. Par ailleurs, le continent africain fait face à un enjeu important de déforestation. Les terres agricoles se sont étendues d'environ 3% par an en Afrique au cours des années 2010, alors qu'elles sont restées stables dans les autres pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Et entre 2001 et 2015, on constate que 92% des pertes de forêt en Afrique seraient imputables à l'extension de terres agricoles par des petits exploitants. Un problème? Pardon. Je ne vois plus la présentation. Merci beaucoup. Ces enjeux sont particulièrement forts pour les pays africains, ces enjeux de perte de biodiversité, et pourraient en fait être accélérés par d'autres facteurs, notamment le réchauffement climatique, qui pourrait donc accélérer la perte de biodiversité. Et l'Afrique est d'ailleurs particulièrement exposée en fait à cette boucle de rétroaction, puisque la température moyenne sur le continent africain a déjà augmenté fortement de 1,4 degré par rapport à la température moyenne pré-industrielle, et ce qui est vraiment supérieur à la moyenne mondiale. On constate également que les populations africaines sont, comme je le mentionnais au début,
très vulnérables en matière de dégradation de leurs services écosystémiques, puisque selon une étude, 62% de la population rurale des pays africains sont dépendants des services rendus par les écosystèmes, que ce soit donc pour leur nourriture, leurs besoins en eau, en énergie, leurs soins, la satisfaction de leurs besoins vitaux. Donc cette importance en fait de la dépendance des populations africaines aux services rendus par les écosystèmes, voilà, les rend très vulnérables en fait aux pertes de biodiversité. Cette vulnérabilité à la perte de biodiversité intervient de plus dans un contexte de forte fragilité économique et institutionnelle, puisque les pays africains sont vraiment vulnérables, comme je le mentionnais, au changement climatique, mais font en plus face à des vulnérabilités, voilà, que ce soit déjà en termes économiques, avec des enjeux très forts de développement, d'une insécurité alimentaire particulièrement importante et des difficultés déjà à développer les secteurs agricoles, que ce soit pour des enjeux institutionnels ou en lien avec le changement climatique. Donc, c'était vraiment voilà, le constat qu'on a fait de cette forte perte de biodiversité, de la vulnérabilité des populations africaines à ces pertes de biodiversité, et parallèlement, au vu des enjeux de développement économique de ces pays, essayer de voir comment en fait les deux pouvaient être conciliés. Merci Camille, je prends le relais. Donc, au vu de ces... Je rapproche un peu le micro. C'est bon. Donc, au vu de ces enjeux, c'est-à-dire à la fois l'observation d'une perte de biodiversité importante et des enjeux de croissance importants en Afrique, la question c'est comment est-ce qu'on peut étudier ce sujet de façon empirique, quels éléments un petit peu chiffrés on peut étudier pour voir s'il y a un arbitrage entre croissance et biodiversité. Donc là, on rentre dans une partie du projet qui est un petit peu plus empirique, puisqu'on souhaite essayer d'étudier ce lien. Et un premier élément peut-être à poser, c'est que, d'un point de vue un peu conceptuel, il existe une relation duale entre biodiversité et activité économique. D'une part, l'activité économique est susceptible de réduire la biodiversité, mais la perte de biodiversité en retour est susceptible de freiner l'activité économique. Donc, comment étudier ce nexus? Il y a des appels à étudier plus finement les arbitrages entre croissance et conservation de la biodiversité, ils se multiplient, mais ce qui est frappant, quand on regarde la littérature, en tout cas du point de vue de la littérature économique, c'est que les travaux des économistes sur le sujet semblent à ce stade encore un petit peu limités. En prenant le registre des travaux économiques sur le site REPEC pour 2022, en regardant juste les codes JEL de publication, il y a 5 fois moins d'articles sur la biodiversité faits par des économistes que sur le climat pour l'année 2022. Il y a des facteurs qu'on comprend bien qui peuvent expliquer cela. Un premier, c'est que les évolutions des mesures de biodiversité sont lentes, ce qui fait que c'est difficile de les corréler avec des indicateurs d'activité économique qui peuvent être plus volatiles. Et par ailleurs, il existe une multitude d'effets indirects entre biodiversité et activité économique. Donc ça rend l'analyse au niveau agrégé un petit peu compliquée. Par ailleurs, si on veut aller au niveau local, là, il y a une question de disponibilité des données qui peut être complexe, à la fois au plan des données de biodiversité, mais aussi au plan des données économiques auxquelles on voudrait apparier ces données de biodiversité. Merci. Donc, sur les deux pans de l'analyse, ce qui est frappant, c'est que ces dernières années, on a vu apparaître un nombre croissant de chiffrages sur la dépendance de l'activité économique aux services écosystémiques. On en cite quelques-uns et on ne prétend pas à l'exhaustivité, mais par exemple, dès 2014, il y avait un chiffrage selon lequel la biodiversité pourrait représenter, les services écosystémiques rendus par la biodiversité pourraient représenter environ 1,5 fois le PIB mondial. Récemment, des travaux, notamment menés à la Banque de France, ont évalué que 42% des actifs détenus par les institutions financières dépendaient fortement ou très fortement d'au moins un service écosystémique. Et encore récemment, des travaux sur les effets économiques des effondrements des services écosystémiques, tels que la pollinisation, les fonds marins et les forêts indigènes. En cas d'effondrement de ces services écosystémiques, d'ici 2030, des travaux suggéraient que cela pourrait causer une perte de PIB mondiale de 2700 milliards de dollars. Donc, de nombreux chiffrages de ce côté-là. Et de l'autre côté, sur les effets de l'activité économique sur la biodiversité, il y a énormément de travaux, on va dire, de biologie environnementale, d'écologie, qui ont fait émerger un consensus quant à l'impact de l'activité économique sur la biodiversité, mais relativement peu de travaux d'économistes.
en fait, il y a pas mal de travaux en matière d'analyse sectorielle assez locale, c'est-à-dire l'effet, par exemple, de construction de routes sur la biodiversité et les écosystèmes locaux, l'utilisation des sols ou les industries manufacturières, mais il y a peu d'approches qui sont fondées sur le PIB. Or, en termes de pilotage de l'activité économique, le PIB reste un objet qui est utilisé très largement, et donc il est quand même intéressant d'essayer de lier les effets d'une augmentation de l'activité économique, notamment mesurée par le PIB, sur les évolutions de la biodiversité. Donc il y a quelques travaux qui ont été menés, notamment sous l'angle de la courbe de Kuznets, donc l'idée que les effets de l'activité économique sur alors, la courbe de Kuznets, c'est sur les inégalités, mais ça a été mené également sur la pollution, le CO2, voire sur la biodiversité. Ces effets d'une hausse de l'activité économique ne sont pas homogènes selon le niveau initial d'activité économique, et notamment seraient plus marqués souvent en termes de dégradation, soit des inégalités, soit des émissions polluantes, soit de la biodiversité, quand on est dans des économies qui sont à revenus, par exemple, intermédiaires. Mais c'est des travaux qui sont souvent assez peu concluants parce que ça repose sur des données agrégées et on a ce problème d'évolution lente de la biodiversité qui fait que c'est difficile à corréler au PIB. Donc cet article, on propose une piste de quantification de l'effet de l'activité économique sur la biodiversité sur la base de données locales. C'est une piste de quantification, ce sont des travaux vraiment en cours et c'est une estimation qu'on propose qui est inspirée de travaux récents publiés notamment au NBER de Liang et co-auteurs qui ont apparié des données locales de biodiversité issues de la base Biotime avec le PIB local des États américains. Et l'avantage de cette approche, c'est qu'on a une forte variation des données de biodiversité, on a une variabilité également des données d'activité économique, et puis vu que c'est des données administratives, ils peuvent combiner ces données avec tout un tas d'autres indicateurs disponibles aux États-Unis, et ils trouvent un effet du PIB sur la biodiversité, sans effet Kuznets, c'est-à-dire qu'en gros, quels que soient les États américains, quand il y a une hausse de l'activité économique, il y a une baisse de la biodiversité localement. Notre proposition, puisqu'on souhaite aussi inscrire cette analyse dans les enjeux qui sont propres à l'Afrique, c'est d'appliquer le même raisonnement, mais cette fois au niveau mondial, et sur une période qui serait de 1990 et 2015, en adaptant un petit peu les données et le cadre d'analyse. Les données qu'on mobilise ici, c'est les données du Living Planet Index, Camille en a parlé, donc c'est un indicateur publié par le WWF de façon agrégée, mais les données en fait qui sous-tendent cet indicateur sont publiées également de façon désagrégée, et elle porte sur 30 000 populations d'espèces vertébrées, de 5 000 espèces, et c'est géolocalisé par coordonnées GPS. Et on a décidé de croiser ces données du Living Planet Index avec des données de PIB local, alors qui ont tout un tas d'imperfections, mais qui ont l'avantage d'être géolocalisées à un niveau très fin, à l'échelle de 5 arcs-minutes, donc c'est environ 15 x 15 km², donc c'est très fin, et qui sont estimés annuellement entre 1990 et 2015. Donc sur la carte, vous aviez pour l'année 2015, en gros, une carte du PIB mondial estimée dans ces données. Plus la couleur est proche d'un rouge vif, plus le PIB est élevé, plus c'est bleu vif, plus c'est faible. Donc on apparie ces données. Ici, chaque étude du Living Planet Index est appariée à la cellule la plus proche dans la base de données de PIB mondial, selon une distance du grand cercle à la distance adversine. Et en gros, il y a un certain nombre d'appariements qui sont pas forcément très pertinents, puisqu'on peut avoir des relevés, on va dire, de populations de vertébrés en plein milieu d'océan. Donc là, la notion de PIB est un peu plus compliquée. Donc on se concentre sur des appariements qui font sens d'un point de vue économique également. Donc on considère que les données appariées pour lesquelles l'étude est à moins de 10 km du centroïde de la cellule de PIB. Donc sur les 30 000 études recensées dans l'étude WWF, on en garde environ 22 000, à peu près les 3/4, et en tout, ça correspond à 200 000 observations. Donc, ce qui est important, c'est qu'ici, pour chaque étude, on a au même endroit, à différents moments, donc au cours de différentes années, des relevés d'une même population. Donc, ça va nous permettre d'étudier, en gros, au sein d'une même étude, comment évolue la population en fonction de comment évolue le PIB localement. Et sur les données qu'on a paries, en gros, on étudie des données du Living Planet Index qui sont situées à 3,7 km en moyenne du centroïde d'activité économique mesurée. C'est le graphique que vous voyez à droite. Donc, quelles données est-ce que on étudie sur ces données sélectionnées? En fait, c'est des données essentiellement d'oiseaux, à 73%, donc des populations d'oiseaux, et également de poissons et de mammifères, dans les deux cas, autour de 10%. L'avantage de ces données Living Planet Index, c'est qu'elles sont
un peu mieux réparties géographiquement peut-être que les données Biotime qui sont très fortement concentrées sur l'Amérique du Nord. Donc certes, il y a beaucoup d'observations qui sont en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique-Océanie, ça représente à peu près 70% des observations, mais il y en a aussi un nombre non négligeable en Afrique, il y en a aussi beaucoup en Europe, 20%, mais aussi en Afrique et en Amérique latine. Donc je suis pas sûr que ça puisse être vraiment exhaustif et représentatif, mais en tout cas, on a une certaine variabilité géographique en termes de répartition. Donc, comment est-ce qu'on étudie cette question? Donc, les données du WWF prennent la forme d'un panel non cylindré, c'est-à-dire que les populations d'espèces ne sont pas recensées toutes les années et pas partout selon le même calendrier. Donc, on prend acte de ça et on décide de regarder entre 2 années au sein d'un même lieu d'étude, entre 2 années, disons T1 et T2 et au cours d'une étude I. On regarde quelle est l'évolution de la population de vertébrés et l'impact du PIB en contrôlant donc la variation du PIB en contrôlant pour un effet fixe zone et un effet fixe paire d'années au cours de laquelle on étudie ces questions. Donc l'interprétation, c'est au sein d'une espèce donnée, dans un lieu donné, de combien varie en pourcent la mesure de population entre deux relevés lorsque le PIB augmente de 1%. Je vais peut-être passer sur les détails techniques. En gros, on a une interprétation en pourcent ici de l'analyse. Une augmentation en pourcent du PIB donne une hausse en pourcent ou une baisse en pourcent de la biodiversité. On a 2 résultats clés. Le premier, c'est que on observe une corrélation fortement négative entre variation de l'activité économique et variation des populations d'espèces locales. Et ici, l'élasticité selon les estimations, elle est de moins 0,3 à moins 0,5. Donc là, vous avez un des graphiques, le graphique clé, qui contrôle pour tous les effets qu'on peut contrôler ici. Les effets sont robustes, globalement. On ne peut pas prétendre à une interprétation causale. On n'a pas ici de variable instrumentale qui nous permettrait d'avoir une variation exogène de l'activité, mais il est probable que les résultats reflètent plutôt un effet négatif d'une hausse de l'activité que l'inverse sur la biodiversité. En moyenne, dans les données, le PIB augmente de 1,5% par an, mais la biodiversité, elle, diminue de 1% par an en moyenne. Donc on voudrait faire plus en termes d'analyse. Là, on est un petit peu limité en termes de type de données qui sont géolocalisées, pas appariées à des données administratives. Le deuxième résultat, et là, on peut lier ça plus fortement à l'analyse, on va dire, présentée par Camille en début de présentation sur les enjeux africains, c'est que l'élasticité, elle n'est pas homogène selon le niveau initial d'activité économique. Et on a l'impression que les résultats semblent suivre une courbe de Kuznets, les corrélations négatives les plus fortes étant observées pour des niveaux intermédiaires de PIB local initial. Là, il y a diverses interprétations possibles. Une première interprétation, peut-être qu'on oublie certaines et les discussions sera intéressantes sur ça, mais en tout cas quelques-unes qu'on a en tête, c'est qu'il peut y avoir des effets de transformation sectorielle. La part de l'agriculture, elle est plus élevée dans les pays à faible revenu. Donc certes, ça contribue potentiellement de façon importante à la déforestation, comme il a dit, mais dans les pays à faible revenu, il y a aussi une utilisation d'engrais qui est plus faible. Une intensité de l'utilisation d'engrais. La part de l'industrie est souvent plus élevée dans les pays à revenus intermédiaires, et là, il y a de nombreux travaux qui, au niveau local, ont documenté les effets négatifs des activités industrielles sur la pollution et la biodiversité. Et sur les services, là, on a différents enjeux, et notamment un enjeu de mesure potentiellement, parce que les revenus qui sont générés localement et mesurés dans le PIB local, ils sont générés au niveau des services qui sont souvent plus présents dans les économies plus avancées, ils sont pas forcément uniquement générés ici, et notamment ils peuvent reposer sur des productions primaires et secondaires qui sont localisées ailleurs. Donc là, on a des enjeux de mesure importants. Il y a aussi potentiellement un effet des institutions. Le PIB et la qualité des institutions sont fortement corrélés, donc à un niveau plus élevé de PIB, on peut avoir peut-être des institutions de meilleure qualité, et on sait que la qualité des institutions limite les effets des industries extractives. Et enfin, un biais important à relever, c'est qu'on l'analyse porte sur une période récente, 1990-2015, donc on ne prend pas en compte le fait qu'il y a pu avoir de fortes baisses de biodiversité observées par le passé dans des économies qui sont industrialisées. Et là, on sait que, par exemple, le niveau d'intégrité de biodiversité au Royaume-Uni est une des plus faibles au monde, probablement parce que c'est là que la seconde révolution industrielle a eu lieu, et donc il y a eu des effets de l'industrialisation sur la biodiversité très importants. Et les économies avancées, par ailleurs, ont pu connaître, c'est une hypothèse qui est discutée dans la littérature, une homogénéisation des espèces qui pourrait faire qu'elles sont plus résistantes à des dégradations humaines de leur habitat. Je passe la parole à Camille pour les aspects plus. Merci beaucoup. Donc, comme Paul l'a mentionné, pour concilier donc la préservation de la biodiversité et donc la croissance économique dans les pays africains, les choix de politique publique seront absolument essentiels.
Donc, on a voulu se concentrer sur les politiques publiques, internationales et locales, qui sont mises en œuvre pour permettre aux pays africains donc, de conjuguer croissance économique et préservation de la biodiversité. Et le point premier qu'on a voulu souligner, c'est véritablement la nécessité d'actions coordonnées. Puisque, de même que le réchauffement climatique, la question de la biodiversité doit être appréhendée de façon globale, puisqu'elle est un bien public mondial dont les effets donc, dépassent vraiment les frontières. C'est vrai que le rôle vraiment primordial des services écosystémiques mondiaux dans l'activité économique mondiale fait peser des risques élevés sur... Pardon. C'est bon fait peser des risques élevés à la fois sur l'activité économique mondiale, mais sur aussi la stabilité financière. Les services écosystémiques qui sont rendus par la biodiversité représenteraient environ 125 000 milliards de dollars, donc soit près de 1,5 fois le PIB mondial, et une estimation qui pourrait être une borne inférieure, les effets indirects étant particulièrement complexes à évaluer. Par ailleurs, la perte de biodiversité qui est observée au niveau mondial expose particulièrement les pays africains, puisque un effondrement partiel de la biodiversité entraînerait à l'horizon 2030 une perte de PIB qui serait de l'ordre de 9,7% en Afrique subsaharienne, alors qu'elle serait de moins de 1% dans les pays européens ou d'Amérique du Nord. Donc vraiment, cette forte vulnérabilité et le lien entre biodiversité mondiale et biodiversité dans les pays africains appelle véritablement à des actions coordonnées. C'est le slide suivant, pardon, oui. Le premier point vraiment essentiel va être de renforcer les financements qui sont dédiés à la préservation de la biodiversité. Donc, je vais passer un petit peu rapidement parce que je crois qu'on est pris par le temps, mais un point important à souligner est donc le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal qui a été donc adopté en décembre de 2022 lors de la dernière COP biodiversité. Un objectif de 200 milliards de dollars par an de financement lié à la biodiversité a été fixé d'ici à 2030. Et un principe de solidarité des économies avancées avec les pays en développement a été affirmé. Au vu de l'ampleur des besoins de financement, à la fois les financements publics vont être nécessaires, mais également les financements privés. Et c'est dans ce cadre-là que de nombreux mécanismes financiers innovants sont envisagés. Je vais passer rapidement sur ça et je reviendrai plus sur ce qui est mis en œuvre par les pays africains. Au niveau local, donc sur le continent africain, les politiques publiques mises en œuvre pour conjuguer croissance économique et préservation de la biodiversité peuvent être classées dans deux catégories principales. D'abord, une place particulièrement importante qui est accordée à la mise en place d'aires protégées, qui est vraiment au cœur de l'approche multilatérale de la protection de la biodiversité. Et l'Afrique est particulièrement volontariste en la matière, avec donc voilà, une forte augmentation dans les dernières décennies des espaces qui sont devenus des aires protégées. D'autre part, la mise en place de certifications forestières est également une politique importante sur le continent. Ces politiques font face à des défis assez importants. Déjà, pour ce qui est des besoins de financement, il y a vraiment la nécessité de pouvoir les augmenter, puisqu'on constate aujourd'hui, d'après différentes études, que le gap de financement pour financer les mesures de protection de la biodiversité sont particulièrement importants. Et voilà, plusieurs études documentent ceci, mais je vais passer aussi un peu rapidement. C'est d'autant plus compliqué pour les pays africains. Merci. C'est d'autant plus compliqué pour les pays africains qu'ils sont dans des situations financières délicates, avec des marges de manœuvre financières assez compliquées, ce qui plaide pour renforcer en fait dans les programmes internationaux la prise en compte de la biodiversité, notamment par exemple dans les analyses de viabilité de la dette du FMI, puisque le FMI s'intéresse de plus en plus
à la question de l'impact du réchauffement climatique et à l'impact que cela peut avoir, les conséquences que cela peut avoir sur la soutenabilité de la dette des pays africains, mais la question de la biodiversité est moins prise en compte. Les pays africains mettent également, s'approprient également toutes les réflexions qui sont développées autour des mécanismes de financement innovants, avec notamment donc le paiement de services écosystémiques, la question de la mise en place de certificats biodiversité ou encore de swap de dette, même si de tels instruments, leur efficacité est encore discutée, par exemple pour les swaps de dette, où il n'y a pas d'efficacité totalement prouvée sur la préservation de la biodiversité d'une part, et d'autre part sur le fait que ça renforce la soutenabilité de la dette. Dans les pays africains, on voulait souligner que sur le continent, il est vraiment nécessaire de développer une approche holistique pour pouvoir concilier donc biodiversité et croissance économique. D'autant que en fait, les mesures que j'ai citées précisément, que ce soit en matière de certification forestière ou d'aires protégées, font face à des limites assez importantes, et notamment par exemple pour les aires protégées, leur gouvernance est parfois faible et elle n'intègre pas les populations locales. Ça a été montré, ces difficultés, par un certain nombre d'études, et donc voilà, l'objectif est vraiment en fait de s'inscrire dans une logique de développement partagé qui est de plus en plus portée par les auteurs. Très rapidement, en conclusion, donc cet article visait à s'intéresser à la conciliation donc, des enjeux de préservation de la biodiversité qui sont essentiels pour les pays africains, et en même temps la mise en œuvre d'une croissance économique durable et soutenable pour le continent. On a pu passer un peu rapidement sur les différentes mesures mises en place. Là, cette année sera une année assez riche en termes de réflexion internationale sur ces sujets, avec notamment la COP 16 qui aura lieu en octobre-novembre en Colombie, et qui permettra déjà de tirer un premier bilan du cadre mondial de Kunming-Montréal adopté en 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille et Paul. Désolé pour avoir un petit peu mis une petite pression pour accélérer. Je passe tout de suite la parole à Madame l'ambassadrice Sylvie Lemay pour quelques commentaires sur cet article. Et ensuite, la parole sera soit aux auteurs pour répondre, soit à la salle pour des questions additionnelles. Alors, merci beaucoup. Je vais aussi essayer de ne pas prendre trop de temps. Et en même temps, vous avez fait un article qui est tellement riche qu'en réalité, ça mériterait vraiment 1 heure de discussion. Donc, je suis désolée parce que je vais sûrement aller aussi un peu trop vite dans mes réflexions. Je vais les faire sans nécessairement une structure ou un point d'importance particulier. Mais peut-être sur le premier point, d'abord, bravo, parce que je trouve qu'effectivement, vous faites le constat qu'il y a très peu de travaux économiques sur biodiversité et activité économique, c'est vrai. Et c'est un peu tout le drame de la biodiversité. Et pour des raisons qu'on connaît, parce qu'effectivement, on a peu de chiffres, etc. Mais la réalité, et je vais y venir, c'est que effectivement, fondamentalement, on se doute intuitivement qu'il y a un lien entre augmentation du PIB et perte de biodiversité, mais qu'en réalité, on n'a pas encore, de mon point de vue, identifié exactement ce que voudrait dire une croissance qui soit de moindre impact ou de faible impact sur la biodiversité, et c'est bien cela qu'il faudrait regarder. Alors, peut-être quelques points, parce que je pense que ça peut être intéressant pour la suite de vos travaux de recherche. La première chose, c'est qu'il y a plusieurs Afriques. Et regarder l'Afrique comme une entité unique sur le plan de la biodiversité me paraît un peu compliqué, parce que évidemment l'impact d'un point de PIB au Sahel ou dans des régions qui sont faiblement dotées en biodiversité ne va pas avoir le même impact. Et aussi, il me semble qu'aujourd'hui, 80% des espèces sont concentrées dans les zones tropicales, en réalité dans le bassin du Congo. Et ce sont des pays qui sont précisément en recherche d'un modèle de croissance qui ne soit pas juste pétrolier pour certains, ou qui ne soit pas juste de l'exploitation minière et agricole pour d'autres. Donc,
pour moi, s'il y a bien des pays sur lesquels il faut essayer d'appliquer une méthodologie, si jamais vous vouliez aller plus dans le détail, ce serait plutôt le bassin du Congo. La RDC me paraît être un point intéressant parce qu'elle offre à peu près tout ce qu'on peut souhaiter, me semble-t-il, sauf peut-être la possibilité d'avoir des données. Le deuxième point, c'est... alors, il y a un point qui ne me paraît pas complètement fait. Vous dites la perte de biodiversité mondiale a un impact important sur les économies africaines. Selon quel mécanisme? En quoi est-ce que si la forêt amazonienne disparaissait, ça aurait un impact particulier sur les populations qui vivent, enfin la biodiversité de la RDC? Je pense que ça mériterait d'être montré parce que c'est un peu toujours, on prend ça comme une hypothèse évidente, parce que le monde dépend de la biodiversité, alors si elle baisse quelque part, ça va nous mettre tous, enfin, quelle que soit la région, on sera dans une situation difficile. C'est peut-être vrai, mais je trouve que la démonstration mériterait d'être plus détaillée, parce que personnellement, j'en suis pas tout à fait convaincue. Et pourquoi j'en suis pas tout à fait convaincue? Parce qu'en fait, la biodiversité est un bien public mondial qui est très différent du climat. C'est pas une particule de gaz à effet de serre qui serait identique dans chaque endroit. La biodiversité, c'est par définition local, en réalité. Et la notion même de bien public mondial mériterait, je trouve, un tout petit peu d'être discutée, ou en tout cas d'être exposée dans sa particularité pour la biodiversité. J'ai un peu regardé, pour préparer mon intervention, ce qui était la définition des biens publics mondiaux. C'est très rigolo parce qu'on parle évidemment du climat, on parle de la santé, mais alors la biodiversité, on le met à la fin en général dans le même sac, sans prendre le temps de se poser la question de mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que si on considère que c'est un bien public comme le climat, ça veut dire que au fond, une parcelle de biodiversité, 1 kilomètre de biodiversité en RDC, c'est la même chose qu'1 kilomètre de biodiversité en forêt de Fontainebleau. Bon. Et donc, avec tous les excès que ça peut avoir en termes de swap et d'échange, etc. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'équivalent de crédit carbone, c'est parce que précisément, on n'a pas non plus on n'a pas cette équivalence. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire là? Moi, ça me paraît très intéressant. Et puis, sur le plan politique, des pays comme le Brésil, par exemple, considèrent que la biodiversité, c'est leur richesse nationale et ne souhaitent pas qu'il puisse y avoir une ingérence étrangère dans le contrôle de cette biodiversité-là. Donc, on a un vrai sujet, en réalité, de quand même la qualification de la biodiversité comme bien public mondial. Deuxièmement, point suivant, au fond, l'interrogation que vous posez, c'est comment on peut détruire un pays sans... comment on peut, pardon, construire un pays économiquement sans détruire ses ressources. En fait, c'est vraiment ça la question. Alors, vous dites que l'essentiel de l'effort international se porte sur la conservation et effectivement sur les fameux 30% de territoires protégés au niveau mondial. C'est exact, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis là-dessus et quand vous dites l'Afrique a fait ça une grosse part, oui, mais je crois que globalement, on doit en être à 14% d'aires protégées en Afrique, alors que l'objectif global est à 30%. Donc, il y a encore du travail. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les aires protégées en Afrique. Vous en dites certaines. Juste un petit point, une petite remarque. Une aire protégée, par définition, elle va contenir plus de ressources, que ce soit des espèces vertébrées ou d'autres. Et quand on est entouré d'une population locale qui, elle, n'en a pas, c'est par définition un lieu de convoitise. Donc il y a un vrai sujet aussi vous avez indiqué des tas de choses comme effectivement l'absence d'implication de la population locale et les mouvements de population éventuels, mais plus que ça, aujourd'hui, de ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, on peut difficilement demander à des populations qui elles-mêmes n'ont pas de ressources pour vivre de ne pas venir dégrader des aires qui seraient protégées. Donc on a un vrai sujet de développement qui est beaucoup plus global au niveau du territoire. Et ça, c'est, je trouve, insuffisant. Enfin, ça commence à être bien compris par les grandes ONG qui sont effectivement très souvent celles qui gèrent les parcs et qui
pour être honnête, s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur des parcs et pas forcément autour. Et donc là, je pense qu'il y a effectivement un point pour moi qui est assez essentiel. La deuxième chose, c'est que oui, certes, le cadre de la biodiversité s'intéresse aux 30%, mais pas que. On a 23 objectifs dans le cadre Kunming-Montréal. Le 30 par 30, c'est un des objectifs. Et moi, je vous en signale plusieurs autres qui seraient intéressants de regarder. C'est la fameuse cible 10 qui parle d'utilisation durable des ressources. Ça a été le plus difficile à négocier en réalité, presque plus que ce 30 par 30. Parce que le sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire en dehors des 30% qui sont protégés? Comment est-ce que ça veut dire qu'on peut détruire l'ensemble de la biodiversité ailleurs, on s'en fiche, sur 70% du territoire, du moment qu'il y en a 30% de préservés? Ben, ça ne marche pas, évidemment. Donc, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on appelle une agriculture durable? Qu'est-ce qu'on appelle une agriculture intensive durable? Quelles sont les et en réalité, c'est quelles sont les pratiques et quels sont donc du coup les secteurs économiques et les modes de développement qui auront l'impact minimal sur la biodiversité. Alors vous signalez évidemment les bonnes causes, hein. Vous pointez du doigt le secteur agricole, l'industrie, les services, etc. L'effet des institutions, ça c'est tout à fait exact. Moi je vous rajouterais peut-être l'urbanisation, hein. C'est tout à fait clair qu'une urbanisation planifiée et dense n'a pas du tout le même impact en termes de land grabbing que ce qui se passe actuellement, à savoir une urbanisation très anarchique. J'ai l'impression que je prends trop de temps, donc je vais aller très très vite. Donc en fait, pour moi, le sujet essentiel, c'est la capacité de regarder dans le détail, secteur par secteur, un petit peu comme c'est fait pour le climat, ce que veut dire une croissance de ce secteur-là et une croissance de l'économie globale au niveau d'un territoire qui soit la plus faible possible en matière de biodiversité. Et je crois que l'AFD fait un certain nombre de recherches en la matière. Je crois que l'Afrique du Sud aussi fait un certain nombre de recherches. Je trouve que c'est vers ce côté-là qu'il faut, à mon avis, intensifier la recherche. Voilà. Et puis, alors, deuxième grand point, c'est le financement. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Moi, je pense que premièrement, il faut faire attention aux grands chiffres. Les 700 milliards, 200 milliards, on se balance des coûts de chiffres, mais qui sont basés sur, en fait, une ou deux études au maximum mondial, qui sont elles-mêmes basées sur des hypothèses que, personnellement, je trouve très contestables. Voilà. Ce qui est inscrit dans le cadre Kunming-Montréal, c'est pas du tout scientifique, c'est évidemment politique, c'est le compromis d'une négociation. Donc attention à l'utilisation des chiffres, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, mais en tout cas, ce n'est pas forcément les plus exacts. Deuxièmement, du coup, même si la biodiversité est un bien public et qu'il doit y avoir donc une contribution internationale, on le comprend intuitivement en tout cas, à son financement, il ne faudrait pas oublier tout de même les contributions de chacun des pays. Donc de ce point de vue-là, il y a des marges de manœuvre qui ne sont pas utilisées par beaucoup de pays, en particulier en Afrique. Et moi, je vous conseille de regarder peut-être les travaux d'un programme qui s'appelle Biofin, qui est mis en œuvre par le PNUD et qui est exactement, uniquement dédié à ça, à regarder comment aider les pays à augmenter leur marge de manœuvre fiscale pour financer la biodiversité. On s'aperçoit que des pays comme le Costa Rica, on prend toujours cet exemple-là, mais bon quand même, a réussi à financer un retour massif de la biodiversité sur son territoire et aujourd'hui est autosuffisant, je dirais, financièrement. Alors tous les pays ne sont pas costa-ricains, hein, justement, mais ça permet peut-être de regarder pourquoi ça a marché et pourquoi ça ne peut pas marcher ailleurs et du coup ce qu'il faudrait. Et puis alors ensuite, sur la question des... On a toujours tendance à dire, on saute en fait très souvent d'une conclusion, d'un point qui est « Ah, il faudrait 200 milliards ah, il en faut plus ». Et comment est-ce qu'on mobilisera plus ? Je trouve que là aussi, on va un petit peu vite. Les pays développés ont promis 20 milliards en 2025, qui est un doublement de des flux financiers internationaux vers la biodiversité. On est sur cette voie-là.
l'OCDE va sortir un rapport dans pas très longtemps sur la trajectoire en matière d'aide au développement sur la biodiversité. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce qu'ils sont encore un tout petit peu confidentiels, mais je peux vous assurer qu'on est vraiment complètement sur cette voie-là. Donc, il faut surtout tordre le cou au fait qu'on n'y sera pas. On a dit qu'on en ferait 30 milliards de 2025 à 2030. C'est peut-être sur ce sujet-là qu'il faudra regarder. C'est comment est-ce qu'on multiplie encore de 50% en 5 ans. Ça, c'est un sacré challenge. Hein. C'est un engagement qui est vraiment pas évident du tout. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est au fond, mais là, c'est peut-être au-delà de ce sujet-là, mais moi, c'est une piste de recherche qui me tient à cœur, c'est qui doit payer? Pourquoi est-ce que ça serait et au nom de quoi ça doit être les pays qui étaient les pays développés il y a 40 ans? Puisqu'en fait, c'est ça la base des donateurs aujourd'hui. Alors que la biodiversité, enfin, je veux dire, Bolsonaro, on ne peut pas dire qu'on lui a mis un fusil sur la tempe pour qu'il aille éventuellement déforester l'Amazonie. Donc, il y a un petit sujet de responsabilité. Et puis, il y a des sujets, il y a des pays qui ont surtout énormément cru et qui sont consommateurs de biodiversité au niveau global de la planète. Évidemment, tout le monde pense à la Chine, mais il y en a aussi d'autres. Et donc, finalement, la charge du paiement global au titre de la solidarité mondiale de financement d'un bien public mériterait vraiment qu'on regarde un tout petit peu plus. Et puis, on pourrait discuter évidemment de tous les produits innovants que vous avez mentionnés, avec effectivement pas mal de, pas forcément de réserve, mais enfin, ce sont des pays qui sont encore en enfance, si je puis dire, et sur lesquels on n'a pas forcément de démonstration. Voilà, écoutez, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en rediscute plus tard. Et en tout cas, bravo pour avoir commencé à travailler sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour ces différents commentaires. Ce que je vous propose, c'est prendre trois questions rapidement, très courtes, et on laissera les auteurs répondre, sachant qu'ils n'ont pas énormément de temps. Merci. Donc, Laurent Clerc, Banque de France. Donc, je souscris tout à fait aux remarques qui ont été faites par Sylvie Lemay. Alors, moi, je voudrais souligner aussi la qualité de l'étude et puis l'originalité de la démarche qui a été utilisée. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien. Peut-être la petite réserve que j'aurais, c'est qu'effectivement, un des points qui est important, notamment quand on voit le sujet de façon un petit peu prospective, c'est la question de la croissance démographique. Je crois que ça a été un petit peu soulevé. Mais c'est surtout, en fait, plus que le PIB, c'est la tension entre la pression démographique et la préservation des zones. Je crois que vous l'avez dit aussi. Hein. Mais c'est un des points qui est important parce que dans ce contexte-là, où le PIB va pas forcément évoluer de façon cohérente, on aura forcément une pression très forte sur ces zones protégées. Donc, ça pose la question de la pérennité. Et puis après, donc, effectivement, il y a cette approche économétrique qui est originale. Et là, il y a des petites questions de robustesse qui méritent peut-être d'être traitées. Alors, le point, il a été un petit peu soulevé par Sylvie aussi. Dans la régression, on a un paramètre bêta qui a l'air d'être commun, quelle que soit la population ou la biodiversité utilisée et le PIB. Donc, comme si dans toutes les zones du monde, cette relation était la même, ce qui n'est pas forcément... pas forcément immédiat, donc peut-être à rationaliser. Et si on pense à la question de la démographie, on pense que plutôt que d'avoir une relation linéaire de ce type-là, on a peut-être certainement des relations non linéaires. Et après, quand on regarde la régression, là, qui est un de vos premiers résultats, c'est pareil en termes de robustesse, on a deux points extrêmes qui ont l'air un peu de tirer la courbe. Si on les retire, ça se redresse forcément, ça ne met pas forcément en cause la relation négative, mais peut-être que c'est pas très différent de 1, auquel cas on n'a pas nécessairement de relation. Donc, il faudrait peut-être vérifier ce point. Merci. Je vois que Bruno a levé sa main. Donc, Bruno, je te laisse la parole. Oui, merci Florian. Moi, j'avais effectivement, donc, je me joins à ce qui a été dit par Laurent pour féliciter les auteurs et pour remercier Sylvie Lemay de toutes ses remarques que je partage largement. Alors, moi, j'avais deux interrogations un peu naïves, c'est-à-dire que on voit des quantités de chiffres pour justifier ces études sur le coût de la biodiversité.
Ils sont parfois pas tout à fait cohérents ou contradictoires. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, ils sont énormes au regard après des sources de financement publiques décidées par la COP16. Donc ça crée un malaise. Et donc ma première question, c'est effectivement comment vous réconciliez les chiffres qui sont un peu incohérents entre ceux qui sont annoncés sur le premier slide et puis après les chiffres beaucoup plus faibles de perte de PIB entraînée par la biodiversité dans le monde, seulement 1% du PIB, 1% du PIB pour les pays avancés, ce qui est vraiment contradictoire avec ce qui est annoncé sur le premier slide. Ma deuxième remarque, c'est est-ce que ça ne serait pas intéressant de regarder une relation avec la valeur ajoutée agricole, parce que c'est quand même dans les pays au moins africains un des facteurs essentiels de recul de la biodiversité. Et puis ma troisième remarque, c'est une remarque qui a déjà été faite par Laurent et par Sylvie Lemay, c'est-à-dire que il y a un facteur très important qui est à la fois la dynamique de la démographie et la dynamique de l'urbanisation et de l'artificialisation des sols. Et donc ça, c'est peut-être aussi important à regarder. Et enfin, peut-être en conclusion, ce qui est un point clé, me semble-t-il, de la problématique, c'est de montrer qu'il y a ou non une courbe de Kuznets, et donc que en concourant au développement, on concourt ou pas d'ailleurs, s'il n'y a pas de courbe de Kuznets, à la protection de la biodiversité. Oui, bonjour, merci beaucoup, donc Hervé Luyan, Banque de France. Merci beaucoup pour le papier. Puis bon, je souscris aussi complètement aux différentes remarques qui ont été faites. C'est bon, donc analyse très riche. Il y a probablement matière pour plusieurs papiers en fait. Ce que je voulais souligner, donc effectivement, la Banque de France commence à s'intéresser au sujet. Donc il y a votre étude. Je voulais signaler qu'à Sintra, donc le forum, le BCE, mais visiblement, tu es au courant, Paul, il y a eu une session, une présentation là-dessus. Donc c'est des choses peut-être à regarder pour alimenter la partie synthèse. Je me demandais sur les chiffrages, justement, ces chiffrages effets de la biodiversité sur le PIB lui-même, donc effet négatif, est-ce que parce que ça vient pas de votre étude, c'est des choses extérieures, donc je serais intéressé un peu d'avoir les sources, les méthodologies. J'avais une question aussi un peu plus technique sur votre spécification. Donc, pour comprendre ce qu'elle était à mesure de la biodiversité, parce que la variable dépendante, c'est le nombre, c'est pas le nombre d'espèces d'oiseaux, mais c'est le nombre d'oiseaux dans une espèce, c'est ça? C'est le nombre d'oiseaux dans une espèce. Donc ça, pour moi, c'est pas si clair que si le nombre d'oiseaux dans une espèce baisse, c'est une perte de biodiversité. J'ai pas eu le temps de rentrer dans ce point, mais c'est une mesure très juste une question un peu d'extérieur, de non spécialiste. Voilà, merci. Merci beaucoup. Paul, Camille, je vous laisse. Je suis désolé, on a déjà dépassé le temps, donc peut-être choisissez une ou deux questions et en moins de 5 minutes, si vous pouviez répondre à une ou deux questions et garder les autres commentaires pour la suite. Merci. Merci à tous pour vos différentes remarques très riches qui nous donnent matière à réfléchir dans les prochains mois pour enrichir notre projet d'article. Ce que vous avez mentionné est en effet ce qui recoupe la difficulté liée à la mesure à la fois de la préservation de la biodiversité, des services écosystémiques, c'est toute cette question en fait du caractère multidimensionnel de la biodiversité. Et ce que vous mentionnez, Madame l'ambassadrice, sur le côté très local. Et donc c'est vrai que ça c'est une difficulté importante. Il n'y a pas un seul indicateur, à la différence justement de ce que on disait sur le climat, les gaz à effet de serre. Et donc du coup c'est vrai que ce caractère multidimensionnel rend difficile en fait le fait d'appréhender une seule mesure et de pouvoir faire des comparaisons par rapport à aussi ce que vous disiez sur le côté bien public mondial. Je pense que c'est vrai que c'est un point qu'il faut qu'on creuse parce qu'on a cette intuition-là que la perte de biodiversité a des conséquences au niveau mondial, mais ce côté très spécifique de la biodiversité rend en effet ce point un petit peu difficile à explorer. Donc, sans nul doute, on va creuser ce point-là dans les temps qui viennent. Je vais
peut-être laisser la parole à Paul, parce qu'on est un peu... Oui, vraiment très rapidement, peut-être sur les questions techniques d'économétrie. Donc, sur le paramètre commun, en effet, c'est discutable. On essaie de s'en abstraire un petit peu quand on regarde les effets Kuznets. Donc, pour le coup, l'interaction entre les effets qu'on mesure et le PIB sont non linéaires, donc c'est au carré. Après, regarder des effets non linéaires liés à la biodiversité, on a une hétérogénéité des mesures de biodiversité qui est telle que c'est déjà difficile d'avoir une métrique commune. Donc là, j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais la normalisation on va dire de la variable de biodiversité est une contrainte un peu importante. On peut essayer d'autres effets, évidemment. Sur les points extrêmes, bon, on a testé d'autres analyses en restreignant les échantillons. C'est assez robuste quand même à différentes exclusions de points. Si on enlevait ces 2 points, en fait, c'est un bin scatter. C'est un plot bin scatter. Donc, il n'y a pas juste ces 20 points-là. C'est une représentation agrégée des résultats. Si on enlevait ces 2 points, en fait, la régression serait même probablement encore plus, enfin, le coefficient serait encore plus élevé. Très rapidement sur les questions alors sur la question de comment la biodiversité mondiale peut affecter les économies africaines, c'est pas des chiffrages qu'on donne nous, mais il y a des rapports de la Banque mondiale qui ont donné des effets pays par pays d'un effondrement de la biodiversité mondiale. Et ce qu'on constate, c'est que les économies africaines seraient parmi celles où les effets seraient les plus négatifs. Après, les mécanismes de transmission ne sont pas forcément très clairs. Ça, c'est des choses qu'on peut documenter en effet plus dans l'analyse. Et merci, Madame l'ambassadrice, pour cette remarque qu'on prendra bien en compte. Sur les questions de Bruno, réconcilier les chiffrages, on essaiera de le faire peut-être plus clairement dans l'analyse. La relation avec la VA, la valeur ajoutée agricole, ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à regarder. Mais la question, c'est est-ce qu'on a des données aussi géolocalisées de valeur ajoutée agricole que celles de PIB qu'on a actuellement? Donc là, on est un peu dépendant des données. Sur l'urbanisation, je pense qu'il y a des données très géolocalisées, donc ça, ce sera peut-être quelque chose à regarder. Et sur les effets Kuznets, pour le moment, on a l'impression que c'est le cas. La question, c'est l'interprétation qu'il y a derrière. Donc nous, on aurait tendance à montrer qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'effet Kuznets, mais ensuite, les interprétations, elles sont pas forcément évidentes. Donc on formule quelques pistes, mais évidemment, elles sont pas... il peut y en avoir beaucoup et Madame l'ambassadrice nous en a proposé encore à rajouter dans l'analyse. Le papier de Sintra, en fait, on l'a découvert il y a 2 jours, donc on le rajoutera dans une prochaine version, mais c'est une super synthèse et il y a une proposition de modélisation des effets de la biodiversité sur l'activité économique et réciproquement qui sont très intéressants. Et donc, Hervé, pour ta question, c'est une mesure de biodiversité au sein d'une espèce, c'est une population au sein d'une espèce. Donc, en effet, j'ai pas eu le temps de rentrer dans ces détails-là. C'est pas une mesure de biodiversité, de richesse ou d'abondance. Idéalement, c'est ce qu'on voudrait faire. S'il y avait des mesures locales aussi fines de richesse ou d'abondance, bah, c'est ce qu'on ferait. La base de données Biotime permet d'aller un petit peu dans cette dimension, mais c'est très centré sur l'Amérique du Nord. Donc, idéalement, s'il y a ces données-là, on peut retravailler sur le sujet, mais c'est là où la question de la création de bases de données, et il y a beaucoup d'initiatives sur le sujet en Afrique, dans le monde entier, sera vraiment crucial pour pouvoir avancer sur ce sujet, en fait, je pense. Je vous remercie. Donc, nous remercions les auteurs et la discutante et l'ensemble des participants pour les différentes questions. Je vais inviter Vianney à venir. Le deuxième papier donc, va porter sur la taxation maritime. Et donc, il est présenté par Monsieur Vianney Dequier, donc directeur scientifique à la FERDI. Et donc, Vianney, comme tout à l'heure, tu as une vingtaine de minutes pour présenter le papier. Donc, merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis Vianney Dequiet, directeur scientifique de la FERDI. Donc, je vais présenter un travail qu'on a mené avec Audrey-Anne de Ubeda et Edouard Amien, intitulé Navigating International Taxation, the Effects of a Carbon Levy on Shipping, dans lequel on s'intéresse aux effets d'une possible taxe carbone sur le transport maritime international. Donc, par comparaison avec ce qui a été présenté tout à l'heure sur la biodiversité, maintenant on va se restreindre, on va dire, aux tonnes de CO2 et au dollar. Donc, on va essayer de rester sur des choses plus facilement quantifiables. Quelques éléments de motivation. En fait, une taxe carbone sur le transport maritime, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour de différentes négociations internationales, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale, avec sa stratégie révisée en 2023 qui fixe des cibles assez ambitieuses de réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Également, à la suite de la COP28 à Dubaï, avec le lancement de la task force sur la taxation internationale, à l'initiative du Kenya, de la France, de la Barbade, de l'Espagne, d'Antigua et Barbuda.
En fait, le sujet de la taxation internationale, du transport maritime international, c'est aussi à la confluence de l'agenda climatique et de l'agenda du développement, avec l'idée que les ressources issues d'une telle taxe pourraient alimenter le fonds pertes et dommages dont la création a été décidée à l'issue de la COP27. Et effectivement, de nombreux pays en développement, y compris les petites îles, poussent pour l'adoption d'une taxe carbone sur le transport maritime international. Alors, ce qu'on fait dans ce travail, en fait, on essaye de traiter 3 questions. La première, c'est quels sont les pays qui vont être qui seraient le plus impactés par une taxe carbone sur le transport maritime. Ensuite, quels seraient les effets sur les émissions de carbone d'une telle taxe? Et puis également, combien ça pourrait rapporter et à quel coût économique? Alors, dans les hypothèses que l'on fait pour conduire cette étude, on va supposer que la taxe carbone est implémentée à l'échelle mondiale, donc par tous les pays du monde, et qu'elle s'applique uniquement au transport maritime, c'est-à-dire on exclut l'aviation du champ d'application de la taxe. On ne va pas s'intéresser particulièrement à ce qui pourrait être financé avec les ressources. En fait, tout se passe comme si dans notre étude, les ressources étaient là pour financer un bien public mondial qui bénéficie de manière uniforme à l'ensemble des pays. Et puis, enfin, on a choisi de calibrer le montant de la taxe à $40 par tonne de CO2, ce qui est plutôt vraiment dans la fourchette basse des cibles fixées par les experts. Et ça correspond à $120 par tonne de carburant maritime. Alors, notre analyse, on la base sur des données de commerce qui couvrent 185 pays sur la période 2012-2018. Pourquoi cette période-là? Il y a une histoire de disponibilité des données, mais également d'absence de modification de la réglementation internationale sur le contenu en soufre du carburant maritime. Ça nous permet de ne pas avoir de choc particulier sur le type de carburant utilisé. On va regarder les données commerciales à un niveau désagrégé, au niveau HS2. On va se baser également notre analyse sur un modèle structurel de gravité, donc modèle standard en commerce international avec des multiples secteurs. Multiples secteurs parce que, en fait, suivant le bien que l'on considère, le type de navire, l'intensité carbone, en gros, du transport varie, donc c'est important de travailler au niveau sectoriel. Dans ce modèle de gravité, on va modéliser on va introduire dans la modélisation des coûts de transport, des coûts de commerce, le coût du carburant maritime. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va conduire une analyse contrefactuelle, c'est-à-dire qu'on va se demander quels seraient les effets d'une taxe carbone si elle avait été implémentée en 2018. Et donc en 2018, $120 de taxes par tonne de carburant, ça représente un petit peu moins de 30% du prix du carburant cette année-là. Donc c'est une taxe tout de même assez importante en pourcentage du prix du carburant. Alors, nos résultats, on estime que les ressources issues de la taxe seraient dans une fourchette entre 20 et 60 millions de dollars. Alors, on a une fourchette assez large, que je reviendrai un petit peu dessus, mais en grande partie liée au fait que c'est difficile d'avoir une estimation précise de la consommation des navires. Par contre, on a une estimation du coût économique total, c'est-à-dire en gros de la perte de richesse de l'ensemble des pays du monde, de 166 milliards de dollars. Donc, autant dire beaucoup plus élevé que les ressources issues de la taxe. D'autre part, ce qu'on établit, c'est que les pays riches seraient relativement moins impactés par la taxe que les pays pauvres. Par exemple, en moyenne, les pays de l'OCDE perdraient 0,37% de pouvoir d'achat, alors que les pays les moins avancés perdraient 1,11% de pouvoir d'achat. Et puis enfin, sur les émissions,
Donc, on estime que les émissions du transport maritime seraient réduites de 1,75%, ce qui est assez peu au regard de la cible qui est fixée par l'Organisation maritime internationale, qui est de 50% à horizon 2030, si je ne me trompe pas. Et d'autre part, ce que notre étude je dirais avec l'ensemble des secteurs et l'ensemble des biens échangés montre aussi, c'est que une partie des flux commerciaux serait redirigée vers des modes de transport qui sont plus intensifs en carbone. Et du coup, ça réduirait encore davantage l'effet sur les émissions du secteur du transport en général, pas seulement du transport maritime, donc avec une estimation de l'effet global entre moins 0,7 et plus 0,1% d'émissions. Notre contribution, donc, c'est d'avoir une analyse avec un modèle structurel de l'effet d'une taxe carbone sur le transport maritime international. On a un modèle multisectoriel dans lequel on est capable de mener une analyse contrefactuelle sur un ensemble de 185 pays et au niveau HS2. Et aussi un point important, c'est que notre objectif, c'est d'alimenter en données probantes les discussions internationales, et donc on s'est efforcé de conduire l'analyse avec uniquement des données accessibles publiquement. Alors, je vais passer un peu rapidement sur la revue de littérature. Les sources de données que l'on utilise, alors pour beaucoup, elles viennent du CEPI. Il y a la base BASI, qui est la base comme trade retraité, le dataset des variables pour les modèles de gravité. Les distances maritimes, on les a prises de la base de données CERDI, Sea-Distance, donc qui estime vraiment la distance entre les ports des différents pays du monde. Pour conduire l'analyse du modèle de gravité, on a besoin des flux intranationaux, c'est-à-dire des biens qui sont produits dans un pays et qui sont consommés dans le même pays. Et ça, on obtient ces données-là à partir de la base de données Trade and Production Dataset du CEPI. Et on a besoin également des élasticités au commerce au niveau sectoriel. Et ça, on les récupère d'une estimation par Fontanier et co-auteurs, publiée en 2022 dans le Journal of International Economics. Et ensuite, des données de PIB de la Banque mondiale, et puis les données d'intensité carbone. On les a récupérées d'un rapport officiel du ministère de la Transition écologique, qui est un rapport qui sert de base pour l'application de la réglementation et qui a l'avantage de concerner l'année 2018, qui est l'année qui nous intéresse dans l'étude. Alors, quelques éléments d'abord sur le transport maritime à partir des données américaines. Donc, alors, une des difficultés qu'on a dans cette étude, c'est que le mode de transport utilisé dans les flux commerciaux est assez peu renseigné. En tout cas, il n'y a pas de base désagrégée internationale qui couvre l'ensemble du monde et qui contient cette information de manière satisfaisante. Ça existe pour quelques pays, notamment les États-Unis. Donc là, on a les données américaines. On voit sur le graphique de droite, sur l'axe des abscisses, vous avez la part cumulée du commerce en valeur. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez la part qui est commercée par voie maritime. Et donc, ce qu'on voit avec cette courbe qui a une pente très, très verticale vers le milieu, c'est que finalement, les biens sont soit pas du tout commercés, en grande partie, soit pas du tout commercés par voie maritime, soit entièrement ou presque entièrement commercés par voie maritime. Et donc, on va se servir de cette propriété, on va dire, séparatrice dans notre analyse. Alors ça, c'était pour les flux vers l'ensemble des pays du monde. Maintenant, si on regarde les flux vers les voisins, évidemment, la figure est très, très différente. Et là, vous avez la même figure, mais vers le Canada et le Mexique. Effectivement, on voit que essentiellement, le commerce ne se fait pas par voie maritime vers les voisins. Et donc ça aussi, on va le retrouver dans notre analyse. On va s'en servir plutôt dans la modélisation. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va partir des données au niveau HS6 et on va regarder sur les données US et on va essayer de labelliser chaque code HS6 comme étant commercé par voie maritime ou n'étant pas commercé par voie maritime.
en fixant un seuil de 60% sur les données US. Et à partir de là, on va réagréger les codes HS6 au niveau HS2 pour mesurer les flux, donc au niveau HS2, qui sont commercés par voie maritime et ceux qui sont considérés comme un secteur commercé par voie non maritime. Donc, à partir de la base du CEPI, ce qu'on a, c'est qu'environ 70% des flux en valeur sont commercés par voie maritime lorsqu'ils sont agrégés, et ensuite donc sont agrégés au niveau HS2. Pour les voisins, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va fixer la distance maritime égale à 0 pour les pays qui partagent une frontière terrestre. Donc, ça nous permettra, dans le modèle ensuite, de voir que la taxe n'a pas d'effet sur les coûts de commerce entre ces pays qui partagent une frontière terrestre. Enfin, dernier élément sur la base de données, pour les flux intranationaux, c'est-à-dire les flux qui sont consommés dans le pays de production, évidemment, la base Trade and Production Dataset n'est pas désagrégée au niveau HS2, elle est à un niveau plus agrégé. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on calcule des pourcentages qu'on va réappliquer ensuite à chaque code HS2 de notre base. Alors, maintenant, pour l'analyse empirique, donc la première étape, c'est d'estimer une équation de gravité qui prend une forme très standard au niveau sectoriel. Donc, K, c'est le secteur, I, j'ai le pays d'origine du flux, J, le pays de destination. Donc, on a des coûts de transport, CIJT, des variables de contrôle qui sont très classiques dans des modèles de gravité, et puis les effets fixes, importateur, secteur, année, exportateur, secteur, année, qui vont nous permettre de prendre en compte les effets de résistance multilatérale au commerce. Plus spécifiquement, la variable de coût de transport maritime, on va considérer qu'elle prend la forme log de 1 plus la distance maritime entre le pays I et le pays J fois le prix du carburant maritime l'année T. Donc le vecteur des variables de contrôle est très standard. Il regarde si les pays partagent une frontière commune, une langue commune, ont des liens coloniaux, font partie d'unions douanières, d'unions commerciales, etc. Donc ensuite, l'équation 1 que je vous ai présentée tout à l'heure est estimée avec par la méthode des PPML. Ce qui nous intéresse, c'est les élasticités, les coefficients βk, donc qui dépendent de chaque secteur et qui mesurent les élasticités d'équilibre partiel du commerce par rapport au coût de transport. Et ce que l'on voit donc sur ce graphique, c'est que ces élasticités prennent des valeurs qui varient bien d'un secteur à l'autre. Donc on a bien des effets sectoriels dans les données, qu'on peut observer dans les données. Ensuite, alors, pour l'analyse contrefactuelle, on va supposer qu'on applique une taxe de $40 par tonne de CO2 et que cette taxe est entièrement répercutée sur le prix du carburant. Donc ce prix devient P de T, donc l'année 2018, plus le montant de la taxe. Alors évidemment, cette taxe, elle va impacter les coûts commerciaux et donc la résistance multilatérale. Donc on ne peut pas regarder simplement l'effet à travers l'élasticité d'équilibre partiel. Il faut regarder quel est l'effet de la taxe sur ces effets fixes, importateurs, exportateurs, secteur année. Donc ça, c'est ce qui est fait, on va dire, grâce au fait que notre équation économétrique numéro 1, elle est basée sur un modèle structurel. Donc on peut recalculer le nouvel équilibre du modèle avec la nouvelle valeur du prix du carburant.
Alors, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais avec notre modèle, on obtient ainsi l'estimation de la perte de bien-être pays par pays. Et ce qu'on voit sur cette figure, c'est donc l'effet que les pays pauvres sont plus impactés que les pays riches. Vous avez sur l'axe des abscisses le PIB par habitant en 2018, sur l'axe des ordonnées, la perte de bien-être liée à la taxe. En rouge, sur le graphique, vous avez les PMA et les SIDS. En bleu, les pays de l'OCDE, et puis en vert, le reste des pays du monde. Peut-être une autre manière de voir les choses, c'est une carte mondiale. Voilà, plus le pays est en foncé, plus la perte de bien-être est importante. On voit effectivement ressortir très largement l'Afrique sur cette carte. Alors voilà, les petites îles, évidemment, sur la carte, on les voit pas très bien. Pardon, je reviens juste en arrière. À partir de la perte de bien-être, en fait, ce qu'on calcule, c'est la variation de revenus équivalente, c'est-à-dire qu'on estime au prix d'origine, c'est-à-dire cette perte de bien-être, à quoi ça correspond en termes de perte de revenus pour la population. Et quand on fait ça et qu'on additionne pour l'ensemble des pays du monde, on obtient que la perte totale de richesse, en fait, due à la taxe, c'est 266 milliards de dollars. Alors, ensuite, on s'intéresse aux émissions de carbone. Pour l'instant, on a juste parlé bien-être et puis coût économique de la taxe. Mais notre modèle nous permet de retrouver tous les nouveaux flux commerciaux, donc de calculer les distances moyennes parcourues par les différents échanges commerciaux. Alors, on a un graphique là qui permet de voir un peu comment, secteur par secteur, les distances moyennes parcourues changent. Donc, en gros, voilà, les distances diminuent. On voit qu'on est en dessous de 0 pour la quasi-totalité des secteurs. Et une fois qu'on a ces estimations de réduction de distance moyenne, en fait, pour chaque secteur, on va associer un type de navire particulier. C'est ce qui est rapidement listé là dans cette table. Et ensuite, notre rapport du ministère de la Transition écologique nous donne pour chacun de ces types de navires des bornes inférieures et supérieures d'intensité carbone, donc tonnes-kilomètres. Et donc, on va utiliser ces chiffres pour calculer les émissions avant et après la taxe, donc la réduction des émissions. Et donc ici, vous avez juste le tableau qui résume un peu les résultats. On voit une réduction des émissions liées au transport maritime d'environ 1,75%, une collecte de ressources entre 20 et 60, enfin entre 19 624 et 59 476 milliards de dollars, et un changement des émissions globales liées au transport entre plus 0,12 et moins 0,72. Donc en conclusion, ce qu'on a documenté dans ce travail, c'est que l'effet d'une taxe de 40 $ par tonne de CO2 sur le carburant maritime, on montre que ça impacterait de manière disproportionnée les pays pauvres. Ça réduirait d'environ 1,75% les émissions du transport maritime, mais avec un effet plus modeste sur les émissions globales liées au commerce, enfin, au transport, à cause des redirections de flux vers des modes de transport plus intensifs en carbone. Et puis, ce qu'on établit également, c'est que le ratio coût économique sur revenu de la taxe est estimé dans une fourchette de 2,78, 8,47, ce qui est bien plus haut que les estimations habituelles du coût marginal des fonds publics, qui, pour les pays en développement, a par exemple été estimé par Oriol et Walters en 2012 aux alentours de 1,2. Donc si l'objet de la taxe, c'était simplement de collecter des ressources, ce n'est pas un bon instrument, c'est beaucoup trop coûteux. Voilà, je vous remercie. Et pardon, juste un mot pour terminer, excusez-moi. Voilà, là, la photo, c'est les discussions à l'Organisation maritime internationale qui va tenir son conseil du 8 au 12 juillet, donc là, dans quelques jours, et il devrait y avoir des avancées, en particulier sur le sujet, justement, de la taxation carbone du transport maritime. Merci. Merci Vianney. On va tout de suite passer la parole au discutant, Monsieur Stéphane Dess, qui doit être en ligne, j'imagine. Bonjour et merci à tous
pour donner l'opportunité de commenter ce papier. Je l'ai trouvé très très intéressant et d'actualité. Vu le temps, je ne vais peut-être pas revenir sur le résumé et les contributions. La présentation a été très claire là-dessus. Avant de commencer mes commentaires, je voulais juste rappeler, peut-être pour l'audience, quelques faits, notamment ceux rapportés par le UNCTAD, qui montrent que la plupart des pays qui ont des activités de transport maritime ont vu une augmentation des émissions entre 2012 et 2022. Et dans ce tableau, on voit que seule l'Allemagne a connu une baisse de ses émissions. Tous les autres pays ont connu une hausse qui est assez notable et qui montre l'importance du sujet. On peut le voir également aussi avec ce graphique par type de navire. Là aussi, on va clairement dans la mauvaise direction, donc une action est nécessaire en termes de politique économique pour freiner cette augmentation d'émissions. Alors, mes commentaires, je vais les articuler autour de 3 points. Le premier, c'est sur la mesure des effets de la taxe carbone. Et tout d'abord, le fait que dans le papier, la taxe carbone est mesurée par une hausse du prix du fuel, ce qui in fine, est correct, hein. Mais il est clairement marqué que la simulation réalisée est équivalente à une augmentation de 551 $ par tonne de fuel. Et ce qui m'a marqué, c'est que c'est en deçà de la valeur maximale de 664 atteinte en 2012. Et en fait, alors bon, je ne conteste pas le calcul, hein, mais je me demande si, et je pense que ça a été déjà évoqué dans la présentation, si la hausse simulée ne serait peut-être pas trop petite dans le papier. Pourquoi la taille compterait? Mais je pense qu'il peut y avoir des non-linéarités qui peuvent être assez importantes dans la transmission des effets de la taxe sur le coût du transport. Tout d'abord, avec des petits montants de taxes, on peut imaginer que les compagnies de transport peuvent ajuster leurs coûts pour rester compétitives avec des comportements de marge. Et voilà, je me demande, après je ne suis pas un expert en transport maritime, mais si le pass-through est 100%, est-ce qu'il est constant dans le temps et entre partenaires? Un point qui pourrait permettre, si vous voulez, de diluer l'effet de la taxe sur les comportements des transporteurs et des clients surtout. Et puis ensuite, d'autres types d'effets non linéaires qui me paraissent peut-être encore plus importants, c'est à savoir que l'économétrie réalisée donc, en regardant les variations du prix du pétrole, ces variations, on le sait, elles fluctuent énormément et lorsqu'on a une augmentation, souvent elle est suivie d'une baisse dans les mois ou les trimestres qui suivent. Or, ici, on a affaire à un phénomène qui est peut-être de nature différente, puisque si on a une taxe, il y aura un effet qui sera nécessairement beaucoup plus persistant, voire permanent. Et je me demande dans quelle mesure cet effet plus de niveau peut avoir un effet beaucoup plus important que ce que l'on mesure avec l'exercice en question. Ensuite, un autre point, alors bon, j'ai trouvé l'approche très intéressante pour aller chercher dans la granularité des informations très précieuses. Après, donc les auteurs disent clairement, hein, pour avoir cette information, ils utilisent des données américaines pour voir quelle est la probabilité pour chaque produit d'être transporté par mer. Alors, il y a, ça n'a pas été suffisamment dit à la présentation, et ce papier est assez long et très, très, très bien écrit, très bien documenté. Il y a des parties qui expliquent, qui justifient, qui montrent les limites de cette approche-là. Malgré tout, voilà, je reste encore dans le questionnement pour savoir dans quelle mesure ces données spécifiques aux États-Unis sont représentatives de transport de biens. Et on sait surtout que depuis donc, 2010, on a une sorte de régionalisation dans le transport maritime, avec notamment en Asie, avec une croissance très significative des routes entre pays asiatiques, notamment avec le rôle de la Chine
et de ces pays voisins pour les échanges de composantes. Et tout ça peut amoindrir les imports vers des pays plus distants et réduire les distances. Donc je me demande dans quelle mesure à la fois le commerce américain est représentatif et également dans quelle mesure ces effets de régionalisation peuvent aussi changer quelques éléments de l'analyse. Alors, le deuxième commentaire, puisque en fait, le rôle important dans toute l'analyse, c'est d'essayer d'analyser des substitutions. Lorsqu'on aimerait, je ne sais pas, je parle de manière un peu normative, mais ce que l'on aimerait, c'est que les distances diminuent, donc il y ait moins d'émissions liées au transport maritime. Et ce que l'on remarque dans l'article, c'est que les émissions augmentent parce qu'il y a des substitutions avec d'autres moyens de transport qui sont encore plus émissifs. Et on voit, donc il y a un graphique 6 dans le papier qui montre que la substitution géographique, elle est assez faible. On a même besoin d'une loupe pour voir la baisse vraiment très très marginale des distances. Alors je me demandais dans quelle mesure c'est le fait qu'on a une réallocation plus par moyen de transport que par réduction de distance ou une réallocation par pays et partenaire, et dans quelle mesure cette substitution est totalement réaliste. Alors ici, j'ai trouvé un graphique d'un article de 2022 qui montre les pourcentages d'échanges par la mer, et on voit que dans de nombreux pays, notamment dans le sud, c'est pratiquement 100% des échanges sont faits par voie maritime. Alors cette substitution par d'autres moyens de transport plus émissifs, je me demande dans quelle mesure elle reflète exactement ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Alors, je sais que l'analyse est très fine, mais on a une distinction. Est-ce qu'on peut être transporté par mer ou non? Mais après, je me demande dans quelle mesure cette distinction s'applique à la probabilité de passer d'un transport par la mer vers d'autres types de moyens de transport, avec la question derrière, est-ce que cette substitution est possible pour tous les biens? Et enfin, je me demande, d'un point de vue un petit peu plus policy, disons, si on n'a pas également besoin d'une image un petit peu plus grande. Donc personnellement, moi j'ai trouvé les résultats décevants d'un point de vue l'efficacité de la taxe carbone sur le transport maritime. J'aurais aimé que l'analyse nous montre des effets de relocalisation vers des pays partenaires plus proches, ou vers des navires plus efficaces en énergie, sans nécessairement réduire les flux commerciaux, bien sûr. Alors ma question, et ça a été évoqué à l'oral, et également à l'écrit, mais juste pour peut-être évoquer ça en discussion, je me demande dans quelle mesure on peut étudier la taxation carbone sur le transport maritime seul. Donc je me posais la question, qu'est-ce qui se passerait si elle s'appliquait à tous les moyens de transport? Un petit peu plus large, je me posais la question, qu'est-ce qui se passerait si elle était inclue dans des politiques de prix du carbone beaucoup plus générales, pas seulement sur le transport, mais sur toutes les activités et sur les biens échangés. Et puis, on a vu récemment des tendances à ce qu'on appelle reshoring, nearshoring ou friendshoring, qui réduisent les distances. Et je me demande dans quelle mesure ces tendances récentes peuvent être également être prises en compte dans une analyse de la taxation carbone sur le transport maritime, parce que ça doit bien sûr peser sur le transport longue distance. Et enfin, là aussi, le papier fait le choix. Alors, c'est pas une critique, c'est plus, encore une fois, pour faire un point de discussion. Le transport maritime est une des activités qui est le plus affectée par le changement climatique. Et je me demandais dans quelle mesure on peut vraiment ignorer les externalités environnementales. Alors, il y a deux exemples. Ici, vous avez le risque des ouragans sur les ports principaux de conteneurs. Et là, on voit que 38% des ports mondiaux sont affectés par des risques d'ouragans. Donc,
Voilà, ignorer les externalités environnementales, c'est un point qui peut être très important sur certains pays, notamment on voit en Chine, en Asie, des risques qui sont très importants. Et puis le dernier que vous connaissez sûrement, c'est la sécheresse dans le canal de Panama qui empêche le trafic normal sur cette route commerciale qui est assez importante dans le commerce international et qui oblige les bateaux à faire des détours très longs via le Cap Horn notamment, ou changer de route, et qui augmente les coûts de manière bien plus importante que le niveau de taxe qui est envisagé ici. Donc voilà, je me demande, encore une fois, pas nécessairement, il n'est pas nécessaire que le papier étudie ces points-là en détail, mais voilà, quand on pense ou qu'on parle transport maritime, je pense qu'on ne peut pas ignorer ces phénomènes. Voilà, je conclus en disant que j'ai trouvé ce papier excellent et très bien écrit. J'adore la contribution, notamment en termes de l'approche méthodologique et l'exercice empirique est vraiment conduit avec rigueur et on a beaucoup de résultats qui sont très utiles. Voilà, mes commentaires, c'était peut-être plus sur les implications policy des résultats, avec ces résultats un petit peu décevants, je dirais, d'un point de vue policy, avec la question derrière, dans quelle mesure on a analysé la portée de la taxation carbone de manière plus générale et peut-être pour la rendre plus efficace également. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Et ensuite, Vianney répondra en quelques minutes à différents points. Bonjour, merci beaucoup pour cette étude très intéressante. Alors, je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai quelques choses qui m'ont un peu interpellé. Donc, je suis allé voir le tableau dans l'article, puisqu'on sur les scatterplots, c'est un peu difficile à voir, mais donc ce que vous obtenez, c'est que les pays pauvres sont pas particulièrement affectés, mais ce qu'on voit, c'est probablement c'est parce qu'il y a beaucoup d'îles, notamment dans ces pays-là. Si on prend la liste des pays affectés, et il y a une corrélation. Hein, voilà, il y a Cap-Vert, je sais pas, Cuba. Donc est-ce que vous séparez bien la partie pauvreté versus exposition naturelle au transport maritime. Donc là, c'est pour rebondir un peu sur ce que disait Stéphane, il y a des cas où probablement c'est pas du tout substituable pour le Cap-Vert, le transport maritime. J'avais un peu la même question sur les pays. Est-ce que vous prenez bien en compte le fait que il y a des pays qui sont indirectement exposés au transport maritime? Enfin, je sais pas si en regardant la liste entre les pays européens, on voit des différences fortes entre. Après, je sais pas s'il faut regarder welfare ou price impact, mais entre Portugal versus Espagne ou France ou Belgique. Si on prend Luxembourg, elle est relativement moins affectée que Pays-Bas. Est-ce qu'on prend correctement en compte le fait que tout le transport maritime qui arrive aux Pays-Bas ou qui indirectement termine au Luxembourg? Et dernier exemple, je vois que la Chine est plutôt bénéficiaire en fait dans vos tableaux. Ou en tout cas, c'est parmi les pays les moins affectés. Or, comme c'est un pays qui est dominant dans le transport des exports mondiaux, voilà, je me posais la question de la source de ce résultat. Julien, vas-y. Merci beaucoup pour l'analyse. J'ai simplement deux petites questions, une un peu technique sur la variable distance maritime. C'est une variable qui est fixe par paire de pays ou qui évolue dans le temps ou pas? Parce que typiquement c'était un papier du CEPI qui remonte à quelques années sur l'effet de l'ouverture du canal de Panama sur les distances maritimes. C'est le genre de choses qui peut avoir un impact sur les élasticités au commerce. Alors, je sais plus si c'était sectoriel ou pas, mais en tout cas voilà, c'était juste une question de savoir si c'était fixe ou pas. Et également sur la question de la répartition des exports par mode de transport. Est-ce que vous avez aussi regardé si c'était à peu près
cohérent avec les données qu'on peut avoir en Europe. Alors je ne sais pas si, comme disait Stéphane, si du coup on ne change pas la situation américaine vers la situation européenne et si ça devient plus représentatif, mais je sais que ces données existent et est-ce que c'est comparable? Dernier point sur encore peut-être sur les distances pour reprendre le point de Stéphane sur la question de l'exposition des externalités et de l'exposition de certains ports au changement climatique. Est-ce que vous prenez aussi, est-ce que ça serait possible aussi de regarder justement la variation des distances, l'impact de la variation des distances maritimes qui a d'autres sources. Je pense notamment à ce qui se passe en mer Rouge, au blocage du canal de Suez, ce genre de choses. Est-ce que ça permettrait aussi de tester la robustesse de l'ensemble? Voilà, merci. Alors, Vianney, juste avant de te donner la parole, je vais juste reprendre deux questions dans les questions et réponses en ligne, puisqu'on n'a pas pu le faire tout à l'heure, mais là on peut un petit peu. Donc, première question, avez-vous calculé un coût d'abattement, en tout cas une fourchette du carbone, en eurotonnes CO2 associé à la taxation du transport maritime? Et la deuxième question qui s'interroge sur les données, donc les données du CEPI, et qui demande pourquoi vous ne gardez pas la désagrégation par industrie au lieu de HS2. Voilà, Vianney, je te laisse la parole pour 5-10 minutes de réponse. Donc, merci à toutes et tous pour ces questions. Je vais essayer de répondre à la plupart, mais dans le temps imparti. Alors, peut-être pour commencer, question de Monsieur Le Bihan. Donc, effectivement, donc les seeds tirent, enfin en tout cas sur le graphique, on les voit vraiment apparaître comme les pays les plus impactés, mais c'est aussi vrai des PMA. Donc il n'y a pas uniquement le côté petites îles qu'on fait ressortir, il y a vraiment aussi le fait que les pays pauvres vont être largement impactés. C'est dû... alors, il peut y avoir des facteurs géographiques liés à leur éloignement des principaux partenaires commerciaux. Et puis, c'est dû aussi à la composition de leur panier d'exportation et d'importation qui sont très majoritairement composés de produits lourds, volumineux et de faible valeur par unité de volume, donc ils sont plus impactés par la taxe que les autres. Sur les effets indirects, oui, ils sont pris, enfin c'est un modèle d'équipe générale, donc l'effet Enfin, on voit bien d'ailleurs, il y a des pays enclavés qui vont subir une perte parce que ils exportent vers d'autres pays qui sont eux-mêmes impactés, etc. Donc tout ça est bien pris en compte dans le modèle. Et sur la Chine, si la Chine est impactée négativement, c'est même en fait, il y a un tableau, alors je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais dans le papier, pour la variation, enfin la variation équivalente de revenus, c'est Chine et États-Unis qui sont les pays qui perdent le plus en dollars. Mais pas en pourcentage. En dollars, parce que c'est un pays qui est énorme et qui exporte énormément, mais si on regarde par rapport en point de PIB... c'est très faible, parce que mais Chine et États-Unis, donc pour de mémoire, hein, le coût total, c'est 166 milliards de dollars, Chine 20 milliards, États-Unis 20 milliards. Donc à eux deux, c'est un quart du coût total de la taxe sur l'activité économique. Donc... Enfin, moi, mon intuition, c'est que si on norme par les exports ou par le PIB ou par un effet taille quelconque, l'effet Chine me semble être faible et j'ai l'intuition de ce résultat que je comprenais pas. Mais c'est faible, mais ça reste négatif. Mais effectivement, parce que la taille des échanges, enfin, le volume en valeur est tellement important que effectivement, en pourcentage de l'effet relatif est très faible. Alors sur la question concernant les distances, effectivement, c'est des distances qui sont fixes dans le temps. On ne prend pas en compte donc ni d'événements du style fermeture temporaire d'une voie maritime, etc. Voilà, c'est effectivement des choses qui pourraient être explorées, mais là, effectivement, les distances maritimes sont bilatérales et fixes dans le temps. Peut-être un point également sur l'effet de substitution. Donc, en fait,
quand on regarde l'effet global sur les émissions de CO2, on ne considère pas qu'un bien pourrait passer d'un mode de transport maritime vers un autre mode de transport. En fait, l'effet passe via la réorganisation des paniers d'importation et d'exportation et le fait que ces paniers vont être réorientés vers des biens qui sont de par leur nature, transportés par d'autres modes que par voie maritime. Et l'effet a beau être très très faible, en fait, en particulier le transport aérien est tellement plus émetteur que le transport maritime qu'il suffit d'un infime changement pour les biens qui sont transportés par voie aérienne pour que ça tue en quelque sorte l'effet, enfin la baisse sur les émissions du transport maritime. Alors, peut-être un point sur la hausse qui serait trop petite. Alors, effectivement, $40 par tonne de CO2, on est vraiment dans une fourchette basse. Je crois que le FMI a fixé comme cible $50 en 2030. Et on peut imaginer que ce n'est pas l'institution la plus pushy sur la tarification du carbone. Donc, avec $40 par tonne de CO2, on est sur une petite taxe, on va dire. C'est possible qu'il y ait des effets non linéaires si la taxe est beaucoup plus importante. Alors justement, on va dire dans l'analyse économétrique, ce qui nous rassurait un peu, c'est que appliquer cette taxe de $40 par tonne de CO2 sur le prix du carburant en 2018 nous faisait pas sortir de la gamme des prix qui étaient observés sur la période d'observation 2012-2018. Voilà, mais effectivement, l'effet d'une taxe plus importante serait intéressant à regarder aussi. Peut-être la question sur les données CEPI au niveau industrie. On trouve que c'est plus pertinent de rester au niveau HS2 parce que déjà là, on a pas mal de variations dans les modes de transport. Donc, enfin, voilà, il y a un arbitrage effectivement de précision dans les différentes sources de données, et donc on a préféré rester au niveau HS2. Voilà, et je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas déborder trop sur le temps imparti. J'espère avoir répondu à l'essentiel des questions, et merci encore à tous pour vos questions, et merci à Stéphane Dess pour la discussion très utile et encourageante. Merci à tous, aux présentateurs, présentatrices, discutantes et discutants, et l'ensemble des personnes dans la salle et en ligne pour ce séminaire qui a porté sur des questions d'environnement au sens large, de biodiversité, de taxation maritime. Donc, nous vous remercions pour ce séminaire. J'espère qu'il aura été riche d'enseignements en dépit des problèmes techniques. Nous en excusons encore une fois de ce problème d'absence de vidéo, donc pour les personnes qui sont en ligne, qui n'ont pas pu nous voir dans la salle. Et nous espérons vous retrouver pour le prochain séminaire qui normalement aura lieu au prochain semestre, donc au premier semestre 2025. Et en attendant, nous vous souhaitons une bonne journée. Merci.